de commencer, je voudrais vous faire un aveu, vous dire que d'une certaine façon, je ne suis pas le seul auteur de la conférence que je vais vous présenter cet après-midi. Tout ce dont je vais vous parler, je l'ai déjà analysé et discuté avec Madeleine Baudry, ici présente, qui est professeure à l'École du service social. Nous, Madeleine et moi, nous collaborons depuis déjà plusieurs années dans le domaine de la thérapie de couple. Nous avons écrit des textes ensemble, nous avons fait des conférences, nous avons fait des ateliers de formation ensemble, etc. Donc, cette conférence, c'est le fruit de cette longue et fructueuse collaboration. Peut-être que je peux vous dire aussi que par un heureux hasard, Madeleine Baudry est aussi ma conjointe. Alors, est-ce que la thérapie de couple peut aider? Vous vous doutez bien que je vais répondre oui, mais je vais répondre oui avec quand même quelques bémols, comme vous allez le voir. J'ai fait de la thérapie de couple et de la thérapie individuelle, et j'ai observé qu'il y a quand même plusieurs différences entre la thérapie de couple et la thérapie individuelle. Une de ces différences, c'est une sorte de scepticisme par rapport à l'efficacité ou à l'utilité de la psychothérapie qu'on retrouve beaucoup plus souvent en thérapie de couple qu'en thérapie individuelle. En thérapie individuelle, c'est différent, c'est-à-dire qu'en thérapie individuelle, la personne qui demande à suivre une psychothérapie va généralement considérer que ça peut lui être utile, que ça peut l'aider à résoudre ses problèmes. Sinon, elle ne demanderait pas une psychothérapie, évidemment. Mais en thérapie de couple, la situation est différente. Bon, en thérapie de couple, on se retrouve devant deux personnes qui sont en conflit. Et en général, ce qui les amène à consulter, c'est qu'il y a un des deux conjoints, et très souvent, c'est la femme, qui trouve que c'en est assez, que les conflits se perpétuent depuis trop longtemps, qu'ils ont toujours les mêmes sources de désaccords qui reviennent jour après jour, et qu'ils ne trouvent jamais de solution à leurs problèmes. Alors, c'est généralement cette personne qui demande une thérapie de couple. Je dis que c'est souvent la femme, mais parfois c'est aussi l'homme qui fait cette demande. L'autre conjoint, et c'est souvent l'homme, n'est pas tout à fait d'accord. Il considère que leurs problèmes ne sont pas si graves que ça, que, bon, parfois l'homme va dire, bon, si elle arrêtait de se plaindre pour rien, tout irait très bien, ou la femme va dire, si elle essayait de me comprendre un peu. Et généralement, le conjoint qui n'a pas demandé la thérapie de couple, qui n'est pas d'accord, parfois va considérer que ça ne donnera rien, que la thérapie de couple, ça ne devrait pas vraiment aider. Personnellement, je n'ai rien contre ce scepticisme. J'ai même tendance à considérer que c'est très sain d'être sceptique. Et de fait, il n'y a aucune recherche qui a démontré que la psychothérapie est toujours efficace avec tout le monde et qu'elle arrive à résoudre tous les problèmes. Donc, c'est tout à fait légitime d'être sceptique et de poser des questions sur la psychothérapie. On a déjà dit que les psychologues, c'était les nouveaux curés de l'ère contemporaine. C'est peut-être parce que les psychologues sont perçus parfois comme détenant la vérité a priori, ce qui bien sûr est faux, et les personnes qui consultent ont tout à fait raison d'être sceptiques et de poser des questions. Alors, pour répondre à certaines de ces questions-là, je veux vous faire part de ce qu'on peut dire concernant l'efficacité de la thérapie de couple dans l'état actuel de nos connaissances. Au cours des dernières décennies, il y a eu beaucoup de recherches
sur la psychothérapie individuelle et sur la psychothérapie de couple. Et dans le but de faire un peu le point sur toutes ces données-là, l'Association américaine de psychologie, l'American Psychological Association, a créé 2 groupes de travail. D'abord, un groupe en 1993, un groupe de travail sur les interventions psychologiques, et en 2000, un groupe de travail sur la relation thérapeutique. Je vais vous parler de ce groupe de travail sur la relation thérapeutique un peu plus tard. Pour le moment, je vais vous parler du groupe de travail sur les interventions psychologiques. Alors, les objectifs du groupe de travail sur les interventions psychologiques, c'était d'abord de développer un ensemble de critères empiriques pour évaluer les interventions psychologiques, les différentes approches, les différentes formes de traitement, et deuxièmement, d'évaluer les interventions psychologiques à partir de ces critères-là et de faire connaître ces évaluations-là. Donc, ils ont regardé les différentes recherches qui portaient sur les procédures thérapeutiques et ils ont, à partir des données de recherche, ils ont établi 2 catégories de psychothérapie. D'abord, la première catégorie, c'est les traitements dont l'efficacité est établie. Ils avaient comme critère pour situer un traitement dans cette catégorie-là qu'il y ait au moins 2 bonnes recherches, que dans ces recherches-là, le traitement en question soit significativement supérieur par rapport à un placebo, par rapport à un médicament ou par rapport à un autre traitement. Et troisième critère, que les recherches soient faites par au moins 2 chercheurs différents, ou 2 équipes de chercheurs différents. La deuxième catégorie, c'est dont l'efficacité est probable. Et le principal critère pour mettre un traitement dans cette catégorie-là, c'est que le traitement s'avère supérieur par rapport à un groupe contrôle sur liste d'attente. En ce qui concerne la thérapie de couple, à partir de leur analyse des écrits scientifiques, le groupe de travail a jugé qu'il y avait une seule procédure dont l'efficacité est établie, c'est la thérapie de couple comportementale, qui a été établie, mais élaborée par Jacobson et Margolin, des chercheurs bien reconnus dans le domaine. Le groupe de travail jugeait également qu'il y a 2 traitements dont l'efficacité est probable. C'est la thérapie de couple sans et Wills. Donc, on a 3 approches qui semblent être efficaces au niveau de la thérapie de couple. Et si on compare ces 3 approches-là, on s'aperçoit qu'ils ont un cadre théorique différent. Mais dans la pratique, ces 3 approches-là présentent des points communs importants. Les 3 approches essaient de modifier les façons d'interagir des conjoints et d'améliorer leur façon de communiquer. Les 3 approches travaillent beaucoup donc sur la communication entre les conjoints. Et on peut faire l'hypothèse que c'est peut-être à cause de ça que ces 3 approches-là semblent à peu près également efficaces. Suite de l'exposé, je vais m'en tenir surtout à la thérapie de couple comportementale, qui est la seule dont l'efficacité est considérée comme étant bien établie. Mais attention, ça ne veut pas dire que les thérapies de couple de d'autres orientations ne sont pas efficaces. Cela veut simplement dire que les thérapies d'orientation n'ont pas encore fait l'objet de recherches scientifiques aussi convaincantes que la thérapie de couple comportementale. Ça ne veut pas dire non plus que tout ce qui s'appelle thérapie de couple comportementale est d'une efficacité égale. On va voir plus loin qu'il y a eu des procédures comportementales qui sont avérées moins efficaces que d'autres.
1979, Jacobson et Margolin ont proposé 3 procédures thérapeutiques: l'accroissement des échanges positifs, l'entraînement à la communication et à la résolution de problèmes, et finalement le contrat comportemental. Alors, je vais vous décrire brièvement ces 3 procédures. D'abord, l'accroissement des échanges positifs, ça consiste à aider les conjoints à manifester plus de comportements agréables l'un envers l'autre et à passer plus de moments agréables ensemble. Alors, donc, on incite les conjoints à faire ça et on leur demande en même temps d'observer les impacts ou les conséquences de ces comportements positifs pour les 2 conjoints et pour la relation. L'entraînement à la communication tient une place très importante en thérapie de couple, comme on l'a vu tout à l'heure. Les 3 approches qui sont reconnues efficaces utilisent l'entraînement à la communication d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a des recherches qui indiquent que les couples en difficulté rapportent en premier lieu des problèmes de communication comme cause de leur insatisfaction. Et les chercheurs sont d'accord avec cette position. Les chercheurs, en fait, sont quasi unanimes pour dire que les couples insatisfaits se distinguent des couples satisfaits, non pas par le genre de problème qu'ils rencontrent, mais par les habiletés et les stratégies qu'ils emploient pour résoudre leurs problèmes et leurs désaccords. Autrement dit, tous les couples rencontrent des problèmes et des désaccords, et ce qui différencie les couples insatisfaits des couples satisfaits, c'est la façon dont ils essaient de résoudre leurs désaccords ou leurs conflits. Plus précisément, la recherche montre que les couples en difficulté ont plus de comportements de rejet du conjoint, plus de comportements d'attaque du conjoint et plus de critiques négatives du conjoint. Donc, ce qu'on sait aussi, c'est que ces comportements-là mènent à l'insatisfaction des conjoints par rapport à leur relation. Donc, l'amélioration de la qualité de la communication semble être un point important pour augmenter la satisfaction dans le couple. Alors, les recherches ont permis de préciser le concept de communication en faisant ressortir ces différentes composantes. Et on a trouvé que les comportements qui peuvent faciliter la communication dans des situations conflictuelles, c'est ce qu'on appelle l'écoute active et l'expression non accusatrice des sentiments et avec une procédure de résolution de problèmes. Et la recherche a permis aussi de développer des procédures pour acquérir ces comportements-là. Et la recherche a validé aussi ces procédures-là. Il y a eu 3 méta-analyses qui ont porté sur l'impact de l'entraînement à la communication sur les comportements de communication et sur la satisfaction conjugale. Une méta-analyse, c'est une méthode, vous n'êtes pas au courant, c'est une méthode qui permet d'analyser statistiquement un ensemble de recherches qui portent sur un même sujet. Et donc, il y a eu 3 méta-analyses qui ont porté sur le domaine. Et ces méta-analyses-là ont démontré que l'entraînement à la communication produit une amélioration de la satisfaction conjugale. Il y a eu aussi une étude de relance qui a montré que ces effets positifs-là demeurent statistiquement significatifs 5 ans après l'intervention, ce qui est quand même très intéressant. Et il y a eu une autre étude qui a obtenu des résultats semblables à une relance de 11 ans. À cette relance-là, on a trouvé que le taux de séparation et de divorce était de 27,5% chez les gens qui avaient reçu l'entraînement à la communication, alors qu'elle était de 52,6% pour ceux qui n'avaient pas reçu d'entraînement à la communication. À cette même relance,
il y a 89% des hommes et 98% des femmes qui considéraient que l'entraînement à la communication leur avait été utile. Quand même, le rôle de l'entraînement à la communication a été remis en question par certains auteurs. Par exemple, ils ont posé la question suivante: est-ce qu'il y a un lien de causalité entre l'entraînement à la communication et la satisfaction? Est-ce que c'est l'amélioration des habiletés de communication qui produit une amélioration de la satisfaction, ou si au contraire, c'est l'amélioration de la satisfaction qui cause l'amélioration de la communication? Alors, il y a eu quelques recherches qui ont cherché à clarifier cette question-là. Par exemple, il y a eu une recherche qui a montré qu'au cours d'une thérapie de couple comportementale, l'amélioration de la satisfaction conjugale et l'amélioration de la communication sont en corrélation. Ça veut dire que les deux s'améliorent à peu près au même rythme. Et l'hypothèse la plus probable pour expliquer cette corrélation-là, c'est probablement qu'il y a une influence mutuelle entre la satisfaction conjugale et la communication. C'est-à-dire que quand on a une plus grande communication, ça fait qu'on communique mieux, et quand on communique mieux, ça fait qu'on est plus satisfait. Donc, il y aurait une influence réciproque. Il y a une troisième procédure qui avait été Jacobson et Margolin, c'est les contrôles comportementaux. Les contrôles comportementaux, ça consiste en des ententes écrites ou verbales qui vont préciser, par exemple, que lorsque les conjoints présentent un comportement positif donné, l'autre doit aussi en présenter un en retour. Malheureusement, la recherche n'a pas montré que cette procédure-là était efficace. Donc, on a cessé de l'utiliser et on s'est vu que c'était vraiment logique que ce ne soit pas efficace, étant donné que les couples satisfaits ne fonctionnent pas de cette façon-là. Les couples satisfaits ne fonctionnent pas en disant, bon, ben, si tu fais quelque chose qui est agréable pour moi, je vais faire quelque chose qui est agréable pour toi. Ce n'est pas la façon de fonctionner des couples satisfaits. Les couples satisfaits ne vont pas calculer ce que l'autre fait pour faire des choses en échange. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a des procédures comportementales qui peuvent très bien ne pas être efficaces, et il faut évidemment évaluer empiriquement leur efficacité. Il y a une recherche de l'équipe de Jacobson qui a porté sur l'efficacité de la procédure d'accroissement des échanges positifs, de l'entraînement à la communication et de la combinaison des deux procédures. Les résultats de cette recherche-là, ça a dit que la combinaison des deux procédures, de l'accroissement des échanges positifs et de l'entraînement à la communication, donne de meilleurs résultats que l'utilisation d'une seule de ces deux procédures. Depuis une relance de 6 mois, on a trouvé que chez les couples qui avaient reçu seulement l'entraînement de la communication, il y avait 28,6% qui étaient séparés. Ceux qui avaient reçu seulement l'accroissement des échanges positifs, il y avait un seul couple qui s'était séparé. Et ceux qui avaient reçu les deux procédures, il n'y avait aucun couple qui s'était séparé. Alors, comment on peut expliquer ces différences-là? Dans l'entraînement de la communication, on incite les conjoints à discuter de leurs principaux désaccords, évidemment, et ça risque d'être difficile pour certains conjoints, du moins au début. Ça risque même d'être décourageant s'ils n'ont pas eu quand même quelques expériences agréables auparavant. Donc, ça semble logique, souhaitable d'utiliser une procédure qui peut encourager les échanges positifs chez les conjoints avant ou pendant qu'on fait l'entraînement à la communication. Il faut noter aussi qu'il y a plusieurs recherches qui ont montré que les conjoints insatisfaits
mais ne s'améliore pas s'il ne reçoit pas de thérapie. Non, ça s'améliore pas. J'ai découvert aussi intéressant, c'est qu'on a découvert qu'il y a une bénéfice indirecte de la thérapie. Par exemple, il y a quelques recherches qui ont montré que les gens qui sont insatisfaits de la vie conjugale ou qui sont en même temps déprimés, quand ils suivent une thérapie, la dépression diminue, peut-être généralement. Depuis, il y a une enquête qui a révélé que la thérapie produit des changements positifs dans d'autres relations interpersonnelles, par exemple au travail ou dans les relations familiales, par exemple avec les enfants. Alors, c'est intéressant de voir que les effets bénéfiques peuvent se généraliser de cette façon-là. Alors, malheureusement, ce ne sont pas tous les couples qui profitent d'une thérapie. On a évalué qu'il y a 50% des couples qui participent à une thérapie qui sont satisfaits de leur relation après la thérapie. Et donc la satisfaction se maintient par la suite. Donc ça veut dire que la moitié des couples qui ne s'améliorent pas en suivant la thérapie. Alors, des chercheurs vont la question, quels sont les couples qui profitent le plus d'une thérapie. D'abord, on a trouvé que les couples qui présentent une grande divergence en ce qui concerne leur désir d'activité, leur désir d'être encore, s'améliore moins en termes de couple comportemental. Par exemple, certains des couples, il y a des conjoints qui sont très indépendants et l'autre est très dépendant. Alors, plus la différence est grande dans les deux conjoints, moins il y a de chances que la thérapie soit efficace. Un deuxième point, si un des conjoints ou les deux envisage sérieusement la séparation ou le divorce, une thérapie couple est alors inutile. Donc, ça se comprend bien, mais les buts de quelqu'un qui veut se séparer sont évidemment incompatibles avec les buts d'une thérapie. Et bon, à ce moment-là, il peut y avoir un des deux conjoints ou les deux conjoints qui peuvent vouloir une thérapie individuelle pour arriver à s'adapter à la séparation, mais il faudra trop tard pour faire une thérapie de couple. Troisième point, les conjoints qui se sentent de plus engagés l'un envers l'autre et désireux de vivre ensemble réussissent le mieux en thérapie comparativement à ceux qui voient la thérapie comme un dernier offrant. Alors, il y a des gens, ça arrive assez souvent, que les gens se présentent en disant, bon ben là, on fait une année, on va faire un effort pour essayer de modifier le divorce. Ben, c'est pas généralement, c'est pour souvent qu'ils réussissent le mieux. Quatrièmement, les couples qui sont le plus impliqués émotivement dans la relation ont aussi de meilleurs résultats. Cette implication émotive signifie aussi que les conjoints n'évitent pas les conflits. Les conjoints qui évitent de parler de leurs conflits, de les avoir moins de chance de parler en thérapie. La thérapie réussit mieux aussi avec les couples égalitaires par rapport aux couples traditionnels. Alors, les couples égalitaires, c'est les couples qui partagent les responsabilités dans la vie quotidienne et qui prennent les décisions ensemble. Alors que les couples traditionnels sont ceux qui consomment les rôles traditionnels des hommes. Les couples égalitaires ont réussi mieux. Un autre point, les couples les plus jeunes ont de meilleurs résultats que les plus vieux. Alors, ça veut pas dire que les couples plus âgés ne peuvent pas profiter d'une thérapie couple, ça veut dire qu'en moyenne, les plus jeunes profitent plus d'une thérapie couple que les plus vieux. Et ça veut dire aussi que les jeunes couples qui font face à des conflits importants ont intérêt à ne pas trop attendre avant de consulter. Les conjoints qui partagent des buts communs concernant leur relation ont aussi de meilleures chances de succès en thérapie. Et on considère généralement que la thérapie couple peut être tout aussi efficace avec les couples homosexuels qu'avec les couples hétérosexuels. Toutefois, on a seulement quelques études de cas sur ce sujet, donc c'est pas l'idée
va vérifier si la loi toutefois, on peut dire que c'est logique étant donné qu'on a quand même vérifié que les couples homosexuels ont à peu près, les couples homosexuels satisfaits ont à peu près le même type de problème que les couples hétérosexuels insatisfaits. Par exemple, les couples homosexuels ont des problèmes de communication, comme les couples hétérosexuels. Est-ce que vous entendez bien? Bon. Alors, étant donné que la thérapie me semble efficace avec la moitié des couples, il y a eu des chercheurs qui ont essayé d'améliorer le taux d'efficacité. On a d'abord utilisé l'approche cognitive dans les années 80. L'approche cognitive, ça consiste en des stratégies pour modifier les façons de penser, les attentes, les perceptions, etc., tout ce qu'on appelle les cognitions. On a observé que les couples insatisfaits ont tendance à avoir des pensées qui peuvent conduire à l'insatisfaction conjugale. Par exemple, ils peuvent avoir des pensées comme la suivante, une vraie naissance pour les conjoints d'avoir des désaccords. En ayant une commission comme celle-là, une pensée comme celle-là, les couples vont probablement éviter de parler de leur conflit, et on sait que les couples qui évitent de parler de leur désaccord vont devenir plus insatisfaits. Donc, ça semblait logique d'essayer d'utiliser l'approche cognitive avec en thérapie. Alors, on a eu un certain nombre de recherches qui ont comparé l'approche cognitive et l'approche comportementale et la combinaison des deux approches. Ce que ça a donné comme résultat, c'est que la thérapie cognitive donne à peu près le même taux d'efficacité que la thérapie comportementale, mais la combinaison des deux n'augmente pas l'efficacité. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Bon, alors, ça va? Alors, donc, la thérapie cognitive n'a pas augmenté le taux d'efficacité, même quand on la combinait avec l'approche cognitive. Donc, l'approche cognitive donne des résultats intéressants. Ça peut être bon de l'utiliser, mais ça n'augmente pas le taux d'efficacité. Alors, il y a eu d'autres tentatives pour améliorer le taux d'efficacité. Il y a des auteurs, des chercheurs, qui ont souligné le fait que les approches comportementales et cognitives utilisent des stratégies pour promouvoir le changement. Donc, essayer de modifier la façon de communiquer, de modifier les pensées. Et ces auteurs-là ont trouvé que, c'est peut-être des échecs, c'est peut-être par le fait que les conjoints qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas changer, pour une raison ou une autre. Alors, la solution à ce moment-là, ça pourrait être d'utiliser des stratégies pour faciliter l'acceptation autant que le changement. Alors, il y a ce mouvement-là a donné naissance à deux nouvelles approches, qui sont la thérapie de couple comportementale intégrative de Jacobson et Destinson et la thérapie de couple comportementale dialectique de Friedrich. Je vais vous en parler rapidement. Ces chercheurs-là ont publié deux livres pour s'adresser aux couples. Je vais vous parler tout à l'heure du livre de Friedrich, qui m'apparaît particulièrement intéressant. Je vais vous donner quelques exemples de procédures qui sont utilisées dans la thérapie de couple comportementale intégrative de Jacobson et Destinson. Une des procédures qui est proposée par Jacobson et Destinson, ça consiste à demander aux conjoints de parler de leurs émotions qui sont comme ça, comme par exemple la peur ou le fait de se sentir blessé ou humilié, plutôt que de parler des émotions hard, comme la colère ou le ressentiment. Alors, ils font l'hypothèse qu'il y a toujours une émotion soft derrière une émotion hard et que le fait d'exprimer une émotion soft, ça va aider à le
le thérapeute peut l'amener à parler des émotions sortes en posant une question comme la suivante, en vue de la colère, quelle autre émotion ressentez-vous? Et en réponse à cette simple question, la plupart du temps, les conjoints vont exprimer l'émotion sorte. Jacobson et Christensen recommandent aussi d'aborder les situations conflictuelles récentes ou à venir en faisant une analyse des séquences d'interaction et en demandant, en essayant de voir avec les conjoints comment ils pourraient agir autrement à chaque étape de la séquence d'interaction. Alors, c'est une procédure qui m'en parle, je trouve intéressante et que j'ai déjà utilisée. Par exemple, j'ai appliqué cette procédure-là avec des conjoints qu'on va appeler, disons, Louise et Gaston. C'est pas leur nom, mais on va prendre ces noms pour le moment. Alors, au début d'une rencontre, Louise et Gaston m'ont rapporté qu'ils avaient eu une dispute importante au cours de la semaine précédente. Un soir, ils recevaient un couple d'amis et leur jeune enfant, et Louise et Gaston ont aussi deux jeunes enfants. Alors, les trois enfants jouaient ensemble et était assez bruyant du fait que Louise était vraiment exaspérée. Elle a essayé de les calmer, mais sans succès. Alors, voici la séquence d'interaction qui s'en est suivie et que j'ai analysée avec eux. D'abord, Louise, exaspérée, a dit à Gaston, c'est moi qui fais tout ici. Gaston, il a répondu, insulte-toi, tu ne vois pas tout ce que je fais, il me donne une belle enfant. Et Louise lui a fait un doigt de là. Alors, c'était l'insulte suprême pour Gaston, et ils se sont boudés pendant le restant de la semaine. Alors, je leur ai demandé, ensuite, après qu'on a vu cette séquence d'interaction, je leur ai demandé d'essayer de trouver une façon différente d'interagir qui n'aurait pas mené à une escalade. Alors, voici ce qu'ils vont trouver. D'abord, j'ai demandé à Louise, bon, au lieu de dire c'est moi qui fais tout ici, qu'est-ce que tu aurais pu dire pour éviter qu'il y ait une escalade, qu'il y ait un conflit? Alors, elle a trouvé qu'elle aurait pu dire est-ce que tu pourrais t'occuper des enfants et essayer de les calmer un peu pendant que je fais le verre à nos amis. Alors, ensuite, j'ai dit à Gaston, bon, supposons Gaston que Louise te dit c'est moi qui fais tout ici. Comment je pourrais lui répondre pour éviter une escalade? Alors, il a trouvé que je fais. Et ensuite, j'ai demandé à Louise, bon, au lieu de faire un doigt d'honneur, qu'est-ce que tu aurais pu lui dire? Alors, il m'a dit, j'aurais pu dire, je m'excuse, je ne vais pas t'insulter, tellement impatient d'entendre crier les enfants. Alors, ce qui est remarquable, cette procédure-là, c'est qu'on s'aperçoit que les conjoints trouvent assez facilement, même très facilement, les comportements alternatifs quand ils ne sont pas dans le feu d'action immédiate. Mais c'est une procédure qui permet aux gens de s'apercevoir qu'ils peuvent interagir différemment pour éviter l'escalade, pour éviter les conflits. Voici maintenant quelques exemples de procédures qui sont proposées dans la thérapie de coach comportementale dialectique de Fusetti. D'après Fusetti, les conjoints satisfaits sont aux prises avec des émotions négatives très intenses, de sorte qu'ils ont de la difficulté à exprimer leurs émotions et à porter attention à leur partenaire et que ça les amène à des conflits très destructifs. La thérapie à ce moment-là, nous va donc aider les conjoints à apprendre et à acquérir des habiletés spécifiques pour composer avec les émotions négatives d'une manière efficace, de sorte qu'ils vont avoir une meilleure communication. Alors, pour aider à composer avec des émotions négatives très intenses, Fusetti propose la procédure mindfulness, qu'on a traduit en français par la pleine conscience. La pleine conscience de soi, de l'autre et de la relation, qui devrait mener à l'acceptation de
comment peut-on arriver à cette fameuse pleine conscience? Il s'agit d'observer et de décrire pour soi les pensées, les émotions et les actions de chacun, ainsi que leur impact sur les conjoints et sur la relation. Et ce qui est important, c'est de faire ça sans porter de jugement moral, sans dire c'est bien, c'est pas bien, c'est bon. Alors, c'est une procédure quand même assez simple. Lorsqu'un homme, justement, au conjoint, observe l'interaction avec son conjoint et se dit en elle-même, il me parle fort, je n'aime pas ça quand il me parle fort, ça me laisse, je me sens pas respecté, je me sens oublié. Alors, c'est un exemple d'une observation et d'une description de soi-même qui peut mener à une pleine conscience. Alors, l'hypothèse ici, c'est que la pleine conscience va permettre de faire face aux pensées et aux émotions dérangeantes. Ça permet aussi de prendre une distance et de trouver des façons plus positives de communiquer. Et ça permet probablement d'accepter l'autre plus facilement. Alors, ça fait quelques années que je propose cette procédure-là à des conjoints en thérapie de couple. Et je remarque qu'effectivement, ceux qui l'utilisent arrivent vraiment à faire face à leurs pensées dérangeantes, à leurs émotions, à prendre une distance aussi, et à trouver des façons plus positives de communiquer. Bien sûr, c'est une observation clinique, ce n'est pas une recherche, mais bon, j'ai quand même pu observer ça. Alors, la pleine conscience de soi, ça consiste à centrer volontairement son attention sur son expérience présente. Alors, plutôt que de fuir ou d'éviter les émotions négatives, la personne doit les observer, les décrire pour elle-même, tout en évitant de se juger ou de juger son conjoint. La pleine conscience de son partenaire, ça consiste à porter attention à son expérience. Par exemple, remarquer l'expression de son visage, le ton de sa voix, son regard, etc. Et de décrire ces événements-là pour soi-même dans une attitude de non-jugement. Par exemple, un conjoint observe sa partenaire et se dit son visage est crispé, elle ne me regarde pas, sa voix est saccadée. Bon, l'hypothèse dans tout ça, c'est que la pleine conscience de l'autre va favoriser l'écoute et la compréhension et éventuellement susciter la collaboration, le soutien, la résolution de conflits et le rapprochement. La pleine conscience de la relation, ça consiste à porter attention aux interactions avec le conjoint, à prendre conscience de la façon dont on réagit à ce que l'autre fait ou dit, à prendre conscience de la façon dont l'autre réagit à ce que l'on dit ou on fait, et aussi de porter attention à nos attentes face à la relation, à nos besoins, à notre niveau d'implication dans cette relation, et à ce que l'on désire vraiment dans cette relation. Alors, pour y arriver, il faut aussi exercer, on demande aux gens d'abord de s'exercer à faire ça dans des situations non conflictuelles et éventuellement dans des situations conflictuelles. Alors, ils doivent s'exercer pendant un certain temps quand même parce que on ne peut pas rapidement éliminer les émotions négatives, les jugements négatifs qui apparaissent souvent d'une façon presque automatique. Il y a eu 2 recherches de Jacobson et Christensen sur l'efficacité de leur approche. Et dans ces recherches-là, ils ont comparé leur approche de thérapie de couple, comportementale, intégrative. En passant, ils parlent de thérapie intégrative parce qu'ils intègrent des stratégies de changement et des stratégies d'acceptation. C'est dans ce sens-là. On voit le mot intégratif. Alors, ils ont comparé donc leur approche à l'approche comportementale traditionnelle. Les 2 études ne trouvent pas de différence significative entre les 2 approches, mais à une relance de 2 ans, les couples qui présentent le plus de problèmes avant le traitement s'améliorent plus s'ils ont reçu la thérapie de couple comportementale intégrative plutôt que l'approche comportementale traditionnelle. Alors, ce résultat-là est quand même intéressant.
Et ils ont fait une troisième étude où ils ont obtenu, qui montre que les couples en thérapie de couple comportementale intégrative deviennent moins blâmants et expriment moins d'émotions hard, comme la colère et le ressentiment, que les couples en thérapie de couple comportementale traditionnelle. Alors, il y a eu aussi quelques recherches sur l'efficacité de la thérapie de couple comportementale dialectique de Frusetti, qui ont été faites par l'équipe de Frusetti. Dans une première étude, une première étude a démontré que les couples qui ont reçu la thérapie de couple comportementale dialectique augmentent leur satisfaction conjugale et sont plus acceptants qu'avant l'intervention, et que chaque conjoint diminue sa détresse personnelle. Ils ont fait une deuxième étude qui a porté uniquement sur le livre de Frusetti, qui a été traduit en français, « Régler les conflits de couple ». Et ils ont trouvé que les gens qui lisaient le livre et qui faisaient les exercices qui sont présentés dans ce livre-là ont des effets positifs, sont plus satisfaits de leur relation par la suite. Pour ma part, je conseille à la plupart des couples que je rencontre de faire la lecture de ce livre-là et de faire les exercices. Et j'ai pu observer que ceux qui l'appliquent sérieusement voient vraiment leur relation évoluer d'une façon intéressante. Bon, encore là, c'est simplement une observation clinique. Il va falloir qu'il y ait plus de recherches. Actuellement, les recherches qu'on a sur l'efficacité de ces deux approches-là sont quand même des études préliminaires. On ne peut pas, si on prend les critères dont je vous ai parlé au début, on ne peut pas affirmer pour le moment que l'efficacité de ces nouvelles thérapies-là est établie. Mais, à mon avis, il y a quelque chose d'intéressant là et j'espère qu'il y aura des recherches qui vont prochainement vérifier l'efficacité de ces approches-là. Alors, en résumé, il y a plusieurs approches en thérapie de couple. Seule l'approche comportementale a été suffisamment validée pour que l'on considère son efficacité est bien établie. Toutefois, il y a d'autres approches que l'on peut qualifier de probablement efficaces et qui semblent donner d'aussi bons résultats. Je vous ai parlé au début du groupe de travail sur la relation thérapeutique. Il y a des recherches qui ont montré que la relation thérapeutique a autant d'influence sur le résultat d'une psychothérapie que la méthode de traitement utilisée. Alors, le groupe de travail sur la relation thérapeutique avait comme but d'identifier les éléments d'une relation thérapeutique efficace et d'identifier les méthodes permettant d'adapter la psychothérapie aux caractéristiques des clients. À la suite donc d'une révision exhaustive des recherches dans le domaine, les membres de ce groupe-là sont arrivés à la conclusion qu'il y a 3 éléments dans la relation thérapeutique qui sont clairement efficaces. D'abord, l'alliance thérapeutique, l'empathie et, troisièmement, la collaboration et le consensus concernant les buts de la psychothérapie. Alors, normalement, le thérapeute de couple doit vérifier la présence de ces éléments-là, mais les conjoints qui sont en thérapie peuvent aussi vérifier si ces caractéristiques-là sont présentes. Alors, d'abord, l'alliance thérapeutique, ça fait référence à la qualité et à la solidité de la collaboration entre le client et le thérapeute. Ça fait référence à l'accord sur les buts du traitement et les façons de les atteindre, et au lien affectif entre le client et le thérapeute. Alors, les tout premiers auteurs et chercheurs en thérapie de couple ont souligné d'ailleurs l'importance du climat de collaboration en thérapie de couple. Maintenant, c'est pas toujours facile d'amener 2 conjoints en conflit à collaborer, bien sûr. Le thérapeute doit arriver à convaincre les conjoints qu'ils ont tous les 2 intérêt à collaborer, doit communiquer une bonne compréhension des points de vue de chacun, empathique, ouvert et flexible,
et doit aussi s'informer des points de vue des clients concernant les buts de la thérapie et le contenu des rencontres thérapeutiques. L'empathie, d'autre part, se définit comme la sensibilité du thérapeute et sa capacité de comprendre les pensées, les sentiments, les besoins et les difficultés des clients. Alors, si vous êtes en thérapie, c'est important que vous vous sentiez compris par le thérapeute et assez confiant pour révéler vos difficultés personnelles et collaborer avec le thérapeute et avec votre conjoint ou conjointe, bien sûr. Et finalement, la collaboration et le consensus concernant les buts de la psychothérapie sont également très importants pour établir l'alliance thérapeutique. C'est donc un élément à évaluer et à favoriser pour réussir une psychothérapie de couple. En ce sens-là, c'est essentiel que le thérapeute explique clairement le plan de traitement au conjoint et comment le plan de traitement va répondre à leurs attentes. Alors, le groupe de travail sur la relation thérapeutique a également identifié des éléments probablement efficaces qui sont l'acceptation et le respect des clients, l'authenticité du thérapeute et l'information transmise par le thérapeute concernant son évaluation, le feedback. En ce qui concerne ce dernier élément, je voudrais dire que le feedback d'ordinaire devrait être le plus positif et le plus constructif possible. S'il y a feedback négatif, il doit s'accompagner d'un feedback positif. De plus, le thérapeute doit solliciter des feedbacks de la part des conjoints pour qu'ils se sentent impliqués dans le processus et dans les buts de thérapie. Par exemple, après avoir fait un exercice sur la communication pendant 10 ou 15 minutes, le thérapeute, normalement, demande au conjoint est-ce qu'il y a des aspects de l'exercice que vous trouvez particulièrement facile ou difficile, quel impact l'exercice a-t-il sur vous, etc. Alors, c'est important en thérapie de couple que le thérapeute, donc, demande des feedbacks au conjoint. Alors, en conclusion, le groupe de travail sur la relation thérapeutique conclut son rapport en affirmant que la meilleure façon d'obtenir de bons résultats en psychothérapie, ça consiste à combiner les caractéristiques de la relation thérapeutique qu'ils ont identifiées avec les types d'approches qui ont été démontrées efficaces et identifiées par le groupe de travail sur les interventions psychologiques. Alors, pour conclure cette conférence, je dirais que la thérapie de couple, bien sûr, ça peut aider, mais il y a certaines conditions à respecter pour obtenir les meilleurs résultats possibles, et c'est ce dont j'ai voulu vous entretenir aujourd'hui. Est-ce que maintenant vous avez des questions? Bonne question. On a déjà fait, Madeleine Baudry et moi, de la recherche sur la prévention des conflits conjugaux chez les jeunes couples. C'était les jeunes couples qui se sont présentés pour la recherche, c'était des jeunes couples qui étaient satisfaits de leur relation. On ne prenait pas des gens qui étaient insatisfaits, très insatisfaits. Et on faisait en premier une évaluation de leur façon de communiquer. Et on s'était aperçu qu'il y avait une grande proportion des jeunes couples qui avaient des problèmes au niveau de la communication, même s'ils étaient satisfaits de leur relation. Donc, bon, je ne dirais pas que tout le monde profiterait d'une thérapie de couple, là, mais il y a quand même beaucoup de jeunes couples qui ont des problèmes de communication, qui ont un peu de difficulté à communiquer, même s'ils n'ont pas de gros conflits.
et qui pourraient profiter de... Si, par exemple, il y a un des deux qui en veut et l'autre qui n'en veut pas, c'est dans ce sens. Oui, peut-être. Je pense que les gens peuvent vérifier, aller voir, aller essayer. Bon, 3 ou 4 rencontres avec un thérapeute, ils vont s'apercevoir assez rapidement si ça leur apporte quelque chose ou non. Généralement, les couples il y a une recherche très intéressante qui a montré que les couples qui profitent le plus d'une thérapie, et aussi en thérapie individuelle, c'est un peu la même chose, sont les couples qui ont une amélioration dès le début d'une thérapie dans les 4 ou 5 premières rencontres. Alors, ça veut dire qu'on peut se rendre compte assez rapidement si la thérapie nous apporte quelque chose ou non. Je ne sais pas si ça répond bien. Ouais. Bien. Oui? Ouais. Entre la communication avec soi-même. Pendant très longtemps, on a considéré que les gens qui ont des problèmes de couple devaient donc venir en thérapie de couple et non pas en thérapie individuelle. C'est encore vrai, mais un bonhomme comme Frusetti, par exemple, commence par demander aux gens de travailler sur eux-mêmes pour arriver à faire face à leurs émotions négatives. Alors, il y a comme Frusetti propose, ce qui est très nouveau, propose de faire d'abord un travail sur soi-même avant de travailler sur la communication. Alors, c'est une approche nouvelle qui semble intéressante et qui va peut-être un peu dans le sens de ce que vous dites. Bien. D'autres questions? Alors, on peut s'arrêter là. Merci.